Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir Jean-Michel Vernochet. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous, Anne. Et vous venez nous présenter ce livre qui s'appelle Imposture et trahison, de Macron à Macron et compagnie. Et c'est chez Dieu Alpha. C'est un livre de chroniques, des chroniques publiées ici ou là, et même en Suisse. Vous témoignez ? Il faut être un témoin, non seulement un observateur actif, mais un témoin pas n'importe lequel, un témoin engagé, c'est-à-dire que autrefois on parlait de la presse d'opinion, du temps où la presse de propagande n'était pas surdominante, mais un témoin engagé, c'est quelqu'un qui choisit son camp. Monsieur Sartre nous le disait bien que si on choisit pas le bon camp, on était un salaud, mais je pense aussi à l'inverse de ce que pensait Sartre, il faut être aujourd'hui un témoin engagé, ce qui ne veut pas dire un témoin véritablement partial. Vous avez une jolie définition, vous dites... L'histoire se lit de deux façons. La première en suivant la pente naturelle du fleuve, la seconde en remontant le cours vers la source, démarche qui autorise de saisir certains événements en leur genèse et développement jour après jour. Mais la genèse, c'est peut-être parce que c'est un mot trop religieux, personne ne s'en occupe. La genèse des événements, ça passe à la trappe dans la moitié des cas. Oui, non, on ne cherche plus la source, on l'oublie volontairement, on l'oublie aussi par inculture, aussi parce que l'information est littéralement torrentielle et nous lave le cerveau. Et on se laisse entraîner par cette information. Les gens les mieux disposés, les moins conformistes, dirons-nous, souvent font des concessions, mais des concessions outrageantes au camp d'en face et à la vision qu'ils imposent. Tous n'étaient pas malades, non, tous n'en mouraient pas, mais tous étaient malades. Tous étaient malades. Et malheureusement, cette lèpre intellectuelle est un des maux du siècle. Alors, vous avez des exergues toujours extrêmement intéressants. J'en citerai deux. L'un dont on va reparler. Avec raison et avec certitude, on peut dire que l'ensemble du soi-disant bloc occidental formé par les États-Unis à son image et à sa ressemblance est un seul et même empire du mensonge. Alors, Monsieur Poutine... Kremlin, 24 février 2022. Alors, c'est Monsieur Poutine qui l'a dit, mais 2 ans auparavant, ou 1 an et demi auparavant, j'avais écrit moi-même un livre qui s'intitulait « L'Empire du mensonge ». Et j'ai beau avoir dit à plusieurs reprises que sur le sable du mensonge... On ne construit rien. On ne construit rien, malheureusement. Ce mensonge s'est concrétisé, madéporisé, forme une sorte de socle, pour l'instant de socle récifal, et on attend les poissons et autres oursins qui dévoreront ce récif de mensonges, mais le mensonge s'accroche bien pour l'instant sur les hauts fonds. Ouais. Et puis cette citation que j'aime de Montesquieu, « Les responsables des guerres ne sont pas ceux qui les déclenchent, mais ceux qui les ont rendues inévitables. » Alors, j'étais parti sur ce principe. J'avais écrit quelques articles au début de la crise en disant mais ne regardons pas la crise. Oui, la Russie vient d'envahir l'Ukraine, mais il faut regarder que la guerre se déroule de façon relativement à basse intensité, mais quand même, depuis 2014, et que le Donbass bombardé, avec des familles qui vivaient en sous-sol, dans des abris, avait fait 13 à 14 000 morts au cours de ces 7 dernières années. Monsieur Poutine a été même très attentiste et certainement même très patient, trop patient, puisqu'il a laissé l'Ukraine se renforcer grâce à l'OTAN. Ce sont les forces de l'OTAN qui combattent en Ukraine. Hein. Absolument. Voilà, disons-le, tout le monde le dit aujourd'hui, mais il faut le redire encore. Alors vous pointez du doigt les vrais responsables, la France de M. Hollande et l'Allemagne de la chancelière Merkel, qui ont parrainé les accords de Minsk II et qui n'ont pas du tout veillé à ce que ces accords soient tenus. C'était les fameux accords au format Normandie de février 2014. Personne ne s'est préoccupé
Ni monsieur Macron quand il est arrivé, et tout le monde, c'est le cœur des pleureuses aujourd'hui. On va fournir et prélever des super canons César, la dernière mouture, sur une commande prévue pour le Danemark. Tout ça, donc, on va dépouiller aussi l'armée française, qui est déjà pourtant réduite à quilla, pour alimenter le brasier ukrainien. Jusqu'où cela ira-t-on ? C'est une sorte de course à l'abîme, vous savez, comme dans ce film La Fureur de vivre, avec James Dean. Sauf que là, il y en a qu'un qui meurt, et voilà, alors que aujourd'hui, c'est des milliers de soldats. Celui qui gagne, c'est celui qui se jette de la voiture au dernier moment. Voilà. Et là, la guerre se renforce. Personne ne nous parle, surtout pas BFM TV, des pertes ukrainiennes qui sont apparemment considérables. Je ne parle pas des pertes matérielles, je parle surtout des pertes humaines. C'est bien triste, et on nous parle de débâcle russe. Enfin, la Russie, la fédération de Russie est elle-même un empire, et l'empire a quand même des ressources qui n'ont pas été apparemment encore mobilisées. Bien sûr. Mais je conseille aux téléspectateurs, je vais donner des petites informations cinématographiques. J'ai regardé Les Combattantes, qui est une série télévisée de TF1. C'est l'histoire et l'apologie des femmes en 2014 qui ont pris la place des hommes engagés. Pas en 2014, en 1914. 1914. Et qui ont tenu les hôpitaux, la charrue, les industries. Alors, il y a tous les poncifs néo-féministes à la con, c'est-à-dire il faut du passé, faisons table rase. Cette époque était vraiment monstrueuse. Il faut la réécrire de A à Z. Aujourd'hui, c'est vraiment merveilleux. Sauf que on voit quand même pas mal de choses. Et alors, les quatre personnages sont, il y a une prostituée, une deuxième prostituée qui est devenue une grande bourgeoise parce qu'elle a fait un beau mariage, une religieuse qui, bien sûr, va faillir puisqu'elle rencontre un beau soldat allemand. Il faut bien présenter un portrait de religieuse faible, sinon c'est pas bien. Un curé, bien sûr, qui, en gros, c'est une des religieuses, une des postulantes. Et enfin, une vraie prostituée qui essaye de chercher parmi les soldats. Nous sommes à l'est de la France, et qui essaye de rechercher son fils. Mais malgré toute cette propagande, et les téléspectateurs savent combien je déteste la propagande, il y a une vérité qui sort. Ce sont tous ces jeunes hommes qui sont envoyés à la boucherie. On voit les scènes d'assaut, on voit les Allemands avec leurs masques à gaz qui arrivent et qui balancent de l'hypérite. Et on voit ces couvents transformés en hôpitaux avec je crois que ce sont les Français qui les premiers ont utilisé l'hypérite. À Ypres, d'où le nom d'hypérite. C'est le fameux gaz moutarde. Et donc, la réalité de la guerre est très très forte, et il y a des images qui sont insoutenables, et j'ai fermé ma télévision. Et je voudrais que tous ces gens qui sont va-t-en-guerre, qui réfléchissent un peu, regardent ces images pour savoir si vraiment elles trouvent normal que des familles ukrainiennes et des familles russes récupèrent leurs hommes dans cet état de bouillie, ou ne les récupèrent pas du tout. Voilà, c'est ce que Mais on fait toujours les guerres avec le sang et la chair des autres. Et la chair des autres, absolument. Alors, comment est-ce que vous expliquez cette espèce de cri c'est plus Carthage qui doit être détruite, c'est la Russie. Alors, Carthage, c'était une ville. Que les Romains aient voulu supprimer Carthage, c'est déjà énorme. Mais vouloir supprimer un empire, est-ce que ce n'a pas un petit côté démesuré, un petit côté hubris total, fou allié ? Il y a une thèse qui se développe actuellement, mais qui est une évidence qui était sous-jacente, à savoir que ce n'est pas tant, d'ailleurs, une guerre qui est conduite contre la Fédération de Russie que contre l'Europe elle-même. Oui. La hantise
hantise des États-Unis serait qu'il y ait un rapprochement. Autrefois, on avait parlé d'un axe Paris-Berlin-Moscou. Oui. Et là, maintenant, il s'agirait de casser toute velléité de constitution ou de reconstitution d'un acte Berlin-Moscou. On a coupé les ponts, on a brûlé les vaisseaux avec les attentats de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui ne sont pas des attentats. La presse extraordinaire oui. s'interroge toujours. Évidemment, tout le monde aux États-Unis, à commencer par M. Biden, avait annoncé qu'il fallait mettre hors de service ces gazoducs. Même Condoleezza Rice en 2014. Même Condoleezza Rice en 2014. Or, on sait bien que ce sont les Russes qui détruisent leur propre gazoduc, alors qu'ils avaient oui. simplement les moyens de tourner le robinet. Oui. De même que sur la centrale nucléaire de Zaporijjie, zone occupée, pas la centrale elle-même, mais zone occupée, puisque c'est encore du personnel ukrainien, ou c'était du personnel ukrainien, occupée par les Russes. Les Russes se bombardaient eux-mêmes, ça tombe absolument sous le sens. C'est normal. Et tout le monde gobe ça, et tous les grands experts de LCI et de BFM répètent ça en boucle. Enfin, c'est assez hallucinant, c'est un spectacle hallucinatoire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est comme à Rome, quand les augures sacrifient aux dieux, ils ne peuvent pas se regarder parce qu'ils vont éclater de rire? Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils savent qu'ils mentent? Ah bah pour certains ils ne le savent pas parce que ça s'appelle l'auto-intoxication. Ouais. Vous savez les mythomanes, les affabulateurs finissent par croire à leur propre récit, à leurs propres mensonges, et ils y croient dur comme fer. Et si on les éveille, ils sont comme l'alcoolique que l'on traite d'alcoolique, ils deviennent fous, ou le menteur de menteur, ou le voleur de voleur, ils deviennent fous furieux. Alors j'en termine sur les oléoducs. Oui. Au moment même où on met en service un oléoduc destiné à contourner, qui passe en Europe centrale et qui contourne le dispositif russe, je vous ferai aussi observer que le directeur technique oui. des deux sites, des deux gazoducs a été descendu en mer Baltique. Oui, comme il faudrait... quel est le journaliste qui va nous faire la série aussi des oligarques qu'on trouve égorgés, pendus, défenestrés, s'occuper de pétrole et avec leur famille. On a eu Marjorie aussi. La question s'est posée pour... On a eu le type qui a découvert les puits de pétrole en Algérie. Au début du siècle, au début du XXe siècle, qui a été descendu aussi de façon curieuse. Alors, je rappelle que Marjorie est mort son avion a heurté un chasse-neige qui n'aurait pas dû être là. On a dit que le pilote du chasse-neige, le conducteur était alcoolique, ce qui n'était pas le cas. Et il est mort donc à Moscou. Et Marjorie était le grand patron de Total. Oui. Mais Total qui resserrait les liens avec la Russie. Donc, j'en termine. Le véritable ennemi, c'est l'Europe, c'est la puissance industrielle allemande qu'il faut affaiblir. Elle a commencé déjà à s'affaiblir avec ses éoliennes grotesques. En supprimant le nucléaire. En supprimant, c'est une arnaque. D'ailleurs, ils sont en train de revenir, d'essayer de penser à revenir en arrière. Les éoliennes sont cassées et rouillées en Allemagne. Les éoliennes sont cassées et rouillées. Mais je ne sais pas si elles sont subventionnées par l'acheteur d'électricité EDF comme en France, parce que c'est nous qui payons les éoliennes, alors on parle d'énergie intermittente, mais ça produit rien. Une énergie, mais elle n'est pas intermittente. Si une force n'est que temporaire, c'est pas une force. C'est pas recyclable, les pales on ne sait pas quoi faire, il y a des cimetières de pales déjà. C'est une monstruosité, mais il y a des gens qui vous diront, moi je pense à mes enfants. Eh ben, vous allez ruiner vos enfants, vous allez les conduire à sucer des cailloux dans le désert, avec les meilleures bonnes intentions du monde. Mais la puissance médiatique, télévisuelle, audiovisuelle, divertimentale, c'est un néologisme que je force, du divertissement. Oui. Du divertissement, on parlait de vos prostituées qui sont des femmes tellement admirables. Les héroïnes du XXIe siècle sont des prostituées, presque obligatoirement. Oui. Ou des transsexuels, ou des je ne sais quoi.
Enfin, dans le film, ce sont des femmes très bien. Mais voilà, mais c'est fait pour ça. C'est ça qu'on appelle la propagande. Ce qui ne veut pas dire je les mets pas toutes dans le même panier. Non, mais on sait. Il n'y aurait pas de prostituées s'il n'y avait pas des hommes en manque. Non, il y avait. Et qui ne se maîtrisent pas trop. Mais là, c'est une autre question. Donc, il y a des contraintes physiologiques. C'est ça. On sait qu'il y avait autrefois, il y avait des maisons de tolérance, mais on les a supprimées et on a répandu au nom de la morale. Au nom de la morale. Voilà. Les hommes ne sont pas des femmes, les femmes ne sont pas des hommes, et malheureusement, la production hormonale chez les hommes est constante. C'est comme ça. Il y a un trop plein. Et donc. Le kalos, vous parliez des Grecs, le kalos kagatos, le beau, le kalos, le beau et le kagatos, le bon, ce ne sont plus des valeurs qui ont cours de nos jours. C'est le lait et encore le lait. Santé, mais avec un D. À propos de l'écologie, je place un livre, j'ai pas réussi à trouver l'auteur, mais je parle quand même de son livre, Bruno Durieux, Contre l'écologisme, pour une croissance au service de l'environnement. C'était aux éditions de Fallois, qui n'existent plus. Mais c'est un livre extrêmement rassérénant, roboratif, on va dire même. Qui nous dit, vous l'avez... non, mais j'en ai vu des extraits. Qui nous dit carrément que faut arrêter de prévoir le pire partout sur la nature. Il y a un chapitre qui s'appelle « Cette eau qui ne tarit pas ». Ce n'est pas vrai. Il y a encore de l'eau partout. Il y aura toujours de l'eau. Il suffit seulement de la canaliser. De faire qu'elle ne soit pas trop polluée. Et ne pas la polluer, exactement. Et que les populations qui manquent d'eau sont en bien moins grand nombre qu'il y a 50 ans. Enfin, en fait, il s'attaque au clergé écologiste qui optera... Et aux pharisiens. Et aux pharisiens, voilà. Donc c'est un livre qui est bon à lire parce que comme on est agressé parce qu'il faut faire quelque chose pour la planète 5 fois par jour dans les journaux, dans les magasins. Le sexisme. On parle des minorités, mais les femmes ne sont pas minoritaires sur la planète, elles sont majoritaires. Mais elles sont agressées par la majorité qui serait les hommes. Le sexisme, l'écologisme, ce sont les grandes terreurs, c'est le péché originel, il faut le dire, du monde d'aujourd'hui. Et tous les jours, on nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, parce que c'est bon pour la planète. Mais on sait par exemple que la vague de chaleur de cet été, la canicule qui veut dire petit chien, c'est une constellation, revient tous les 30 ans. On en a une en 2003, on en avait une en 76. En 1110, le Rhin était à sec. En 76, elle a été plus dure que cette année. Voilà. Le tout, il faudrait peut-être cultiver un peu moins de maïs pour nourrir les bestiaux, un peu moins de maïs, parce qu'ils consomment immensément d'eau. En tout cas, l'écologisme, pour Bruno Durieux, est un hyper-malthusianisme. Et c'est un livre qu'il est bon de lire pour pouvoir contrer tous les... Encore que tous les fous. Je mets les pieds dans le plat. Malthus n'a pas eu forcément tort sur tout. Pensez que le Nigeria produit plus d'enfants chaque année. Alors, on ne produit pas d'enfants, on fait naître des enfants. Je n'aborde même pas le sujet. Je refuse le constat de la trop grande démographie. D'abord, certains pays sont déjà en baisse démographique. Plus que l'Europe en entier. Alors, ce n'est pas pour condamner le Nigeria que je dis ça, mais simplement pour condamner la dénatalité en Europe. Alors, dans on est nos pays, d'accord. voilà. Si vous dites ça comme ça, c'est très bien, nous sommes mais il faut me laisser le dire. Mais le fait de limiter les naissances est pour moi un péché de l'esprit et une erreur grave pour ne pas employer de mots moral. Nos paysans accueillaient les enfants, mais exactement. En disant que c'était malgré tout souvent un malheur. Ils disaient il est là, donc non seulement on le garde, mais on va l'élever, le nourrir et l'habiller. Mais les paysans essayaient de faire en sorte de ne pas avoir des familles de 16 enfants, comme j'en ai connu. Entre ça et les éliminer tous et produire des femmes qui ne font pas d'enfants, il y a une moyenne. Ça s'appelle un abyme. Il y a une moyenne. Alors,
pour en finir avec cette pauvre Ukraine qui est terriblement meurtrie, qui n'existe que depuis 1991. Absolument. Et qui a toujours été... c'est un État fait de briques et de broc. Qui a toujours été le pays natal de la Russie, puisque la première capitale, c'est Kiev. Mais je crois que tout ça est complètement la Russie naît à Kiev. Et la Russie naît à Kiev. À ses côtés, un pays... J'ai envie aussi d'ajouter que c'est un pays qui est dans une pauvreté économique gravissime. J'y suis allée, j'ai vu les marchés, j'ai vu des femmes, même les marchés en Amérique latine il y a 50 ans, étaient plus riches que les marchés ukrainiens. Ils vendaient 2 harengs sur chaque étalage. Enfin, et on va dans les bois chercher des champignons. Et depuis des années, les Ukrainiens cherchent à émigrer. Les très riches vont à Monaco, mais les très pauvres s'installent partout. Vendent le ventre de leur femme donc pour la GPA. Et ils cherchent à émigrer par tous les moyens. Mais alors, aux côtés de cette Ukraine, vous nous faites le portrait d'une Amérique qui est quand même au bord, elle aussi, de la catastrophe. Alors, on en parle beaucoup. D'abord, il y a un certain nombre d'États, plus d'une dizaine, qui veulent faire sécession. À commencer par le Texas, mais c'est mais ça, c'est pas prévu. Une velléité récurrente au Texas, qui a eu un rattachement tardif et violent par l'État fédéral, mais beaucoup d'Américains. D'abord, il y a l'Amérique, j'allais dire l'Amérique centrale, l'Amérique du centre, l'Amérique paysanne, enfin pas paysanne, agraire, qui n'a rien à voir avec l'Amérique côtière, celle de Californie ou celle de la côte ouest, pardon. Non, les deux. Les deux, mon capitaine. Et qui... l'Amérique non urbaine, l'Amérique, on peut le dire presque comme pour la France, de la périphérie, qui est en sécession. Ce sont des gens qui ont été nourris de la philosophie d'Emerson ou de Gustave Thorot, qui cultivent l'esprit de la désobéissance civile, qui a inspiré Gandhi, entre nous. C'est pas lui qui l'a inventé. Oui. C'est Gustave Thorot. Hein. Oui. Le recours aux forêts. C'est pas le rebelle, ça c'est Ernst Junger, le rebelle et le recours aux forêts. Oui. Mais le recours aux forêts. Oui, c'est Thorot. Oui. Chez Thorot, avec T-H-O-R-E-A-U. Donc cette Amérique qui compte des milices, celle des milices, des milliers et des milliers de milices armées. Oui, alors vous montrez qu'il y a cet amendement, le deuxième amendement, relatif à la détention et le port d'armes individuelles, qui dit carrément « Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne doit pas être transgressé. » Alors là, on est sidéré quand on pense que chez nous... C'est le socle de la Constitution. Ouais. Pensez que chez nous, le distinguo entre quand les Francs sont arrivés, et même avant, entre un homme libre et un esclave, l'esclave portait un collier, il n'était pas forcément maltraité. Un esclave, ça ne veut pas dire ce que... Ça veut dire beaucoup de choses. Et le franc avait une épée. Un homme libre, c'est un homme armé. Oui. Et nous, on nous a désarmés. Et si un cambrioleur arrive chez vous, je crois que c'est arrivé... Faut pas le toucher parce que... Il faut pas le toucher. Et si vous le blessez, alors à ce moment-là, vous partez directement à la case prison. La classe... Ou, comme chacun sait et comme Rissen l'a montré, le sort du blanc est assez peu enviable. Les blancs sont minoritaires maintenant, véritablement minoritaires. Mais beaucoup de choses vont mal en Amérique. Leur économie, leur gestion de la dette, ils n'ont pas l'impression que ça peut s'arrêter. De 30 000 milliards... Non, mais pour l'instant, ils avaient la planche à billets. Ils faisaient de la monnaie de singe. Leur argent leur coûtait à peine le coût de l'encre et du papier. Bon, c'est un cliché. Cet argent, à un moment donné, on le jette. C'est une image là aussi. On le jetait. On arrosait la population par hélicoptère. C'est ce que là on a fait aussi. Ça a été la politique européenne du quantitative easing, des facilités
stabilité bancaire et autres. Enfin, ce temps-là n'a qu'un temps. Il a même une fin, et cette fin, je pense, est proche. D'où l'importance, on en revient à la guerre d'Ukraine, il faut que l'Empire se consolide, il faut que l'Amérique puisse continuer à entretenir l'illusion ou le mythe d'un monde unipolaire sur lequel elle régnerait sans partage, mais on voit bien que ce mythe, ce mensonge a éclaté, et que maintenant il y a l'Inde, la Chine, la Russie, qui est un nain économique mais un géant militaire, notamment nucléaire, et notamment avec ses armes, et entre autres avec ses armes hyper véloces. Et puis le Brésil. Alors le Brésil, nous le saurons à la fin du mois d'octobre, savoir si Bolsonaro est réélu ou pas. Peut-être pas, mais peut-être que oui quand même. Vous avez vu cette scène étonnante sur une des places de Rio, des milliers de personnes disant le Notre Père pour la réélection de Bolsonaro. Mais on nous montre, je suis désolé, on nous montre pas ça à TF1, ni à CNews. À CNews, on parle on parle de la méchante Sandrine Rousseau, qui est effectivement Sardine Ruisseau, comme on l'appelle gentiment, et de la police, de la pensée sexuelle ou non sexuelle. Il n'y a que ça qui les préoccupe. Oui. C'est ça qu'on appelle l'information en France. C'est sûr, c'est sûr. Alors, il vient de sortir un film que je conseille aux auditeurs de voir, aux téléspectateurs. Il s'appelle Sans filtre. Et il correspond bien à notre émission, puisque vous parlez sans filtre. Et c'est un récit absolument étonnant. Qui a eu une Palme d'Or. Qui a eu la Palme d'Or. Pour une fois, c'était un bon choix. C'est le 3e film de ce réalisateur Östlund, qui est un type très corrosif, très corrosif. Le premier film, c'était Snow Therapy. C'était une famille fortunée qui va dans les Alpes françaises. Ils sont installés à un balcon et ils sirotent un chocolat, et une avalanche apparaît au fond, et se rapproche. La femme commence à prendre conscience du danger, l'homme pas du tout, parce que une avalanche, c'est toujours maîtrisé pour lui, et il filme. Alors, cette première scène est inouïe. Ça rappelle le tsunami, ça. Oui, le tsunami, c'est inouï comme le mépris du réel. Que penser que le réel va l'emporter, ça ne lui vient pas du tout à la tête. Qu'il est totalement inaccessible. Et il va finalement s'échapper, mais en laissant sa femme et sa fille, sans se préoccuper de sa femme et sa fille. Donc ça, c'est une salaud de bonhomme. Première constatation, pas de réflexion tout de suite. Mais vous allez voir, son angle d'attaque est celui-là. C'est pas salaud de bonhomme, c'est la faiblesse de l'homme occidental. Le deuxième film, Square. Alors là, nous sommes en Suède. C'est un directeur de musée d'art contemporain, bien sous tout rapport, qui donne de l'argent aux gens qui mendient et tout, et qui va se faire voler son portable, et qui, de fil en aiguille, va entrer dans des problèmes dingues, jusqu'à la scène la plus importante où il a fait une installation, comme on dit, dans les musées d'art contemporain. Et le Square, c'est un carré dans lequel on est censé rentrer et manifester sa tolérance, son altruisme, sa générosité. Enfin, toutes les crétineries contemporaines. Et il y a une espèce de singe, de gorille, avec un homme dedans, bien sûr, qui se met à invectiver tout le monde. Et c'est aussi une caricature de notre monde fantastique. Et le dernier film, donc, qui vient de sortir, Sans filtre, c'est 2 mannequins. Alors, l'homme est très beau, le jeune homme est très beau, merci. Mais alors, la fille, c'est une espèce d'anguille pas belle, je vois pas comment elle pourrait porter des trucs. Mais elle fait malsaine, elle a aucun intérêt. Mais enfin, elle est très riche, c'est une influenceuse, donc elle doit avoir un blog. Et ils sont invités tous les deux dans une croisière de luxe, mais une croisière très, pour gens très, très friqués. Alors, le film ouvre sur un casting de mannequins, et
Alors non, la première scène, c'est une scène drôle avec... il dîne, et au moment de payer, évidemment, c'était la fille qui avait dit qu'elle allait offrir le dîner, mais elle joue les femmes évaporées, et elle laisse le mec qui a beaucoup moins d'argent payer, et il lui fait remarquer que ça va pas. Alors, on a une conversation absolument étonnante, mais drôle, sur l'homme, l'argent, le couple et tout. Après, scène suivante, ces mannequins qui défilent, et il y a une séance fantastique. Il y a le photographe qui dit vous posez pour Balenciaga, vous faites la gueule, vous méprisez le bourgeois qui achète du Balenciaga. Par contre, vous posez pour H&M, là c'est le peuple, il faut que vous souriez de toutes vos dents. Tout est dit. C'est fantastique. Bon, personne ne l'a dit, ça encore, personne. Et puis alors ça continue, quand on est sur le bateau, on assiste à la morgue, au sentiment de toute puissance de ces gens hyper riches, mais très 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 riches, notamment un vendeur de merde, c'est lui qui le dit, il vend de l'engrais, c'est un oligarque russe. Et puis un petit couple, on leur donnerait... Avec une gueule caricaturale, d'ailleurs. On leur donnerait le bon Dieu... Il a une gueule d'oligarque. Il a une gueule d'oligarque. On ne sait pas d'où il vient. Mais on peut le deviner. Et l'autre petit couple, bien sous tout rapport, on a envie de caresser leur petit chien. Et en fait, ce sont des vendeurs d'armes, et notamment des mines antipersonnelles. Et alors, interdites par les conventions internationales. Ces gens-là... Oui, mais enfin, depuis quand les conventions internationales interdisent quoi que ce soit et surtout pas la recherche bactériologique en Ukraine. C'est du pipeau. Et alors, recherche bactériologique américaine. Américaine, bien sûr. Et la morgue principale, l'arrogance est parfaitement représentée. Typiquement macronienne, dans une scène, une femme riche est dans la piscine au milieu, elle boit du champagne bien sûr, et elle exige qu'au nom de l'égalité, la petite soubrette qui lui verse le champagne se baigne elle aussi, parce que nous sommes égaux. Zut. Et elle tarabuste la fille qui est très forte, qui lui dit non madame, non madame, non madame. Et alors quelques autres. C'est absolument inouï, la dernière. Après, j'en parle plus, mais. Oui, parce qu'il ne faut pas déflorer le film, sinon personne n'ira le voir. Si vous l'avez raconté au préalable. Mais la scène la plus étonnante, c'est la femme très chic, très bijoutée, qui va voir le capitaine. Et qui lui dit « Tout est parfait, la nourriture est exquise, mais je ne comprends pas, j'ai levé les yeux au ciel et les voiles étaient grises, ne pourrait-on pas les laver ?» Et le capitaine répond, bien que sous, « Madame, ce n'est pas possible, nous n'avons pas de voiles, nous sommes un bateau à moteur. » Alors elle répond, mais si, sur le catalogue, il y avait des voiles, donc il faut laver les voiles. Hallucinant. Alors il faut quand même prévenir vos alors auditeurs, il faut prévenir que tout ça se termine très mal. Que même le film est un peu crade. Non, il est pas à la façon de la grande bouffe. À la façon de la grande bouffe, à la façon des films de Fellini, de Buñuel. Enfin, c'est du hard parce que il y a un accident. Anglais, j'ai pas dit trash, moi j'ai dit crade. Oui, mais c'est vraiment très... Mais c'est jubilatoire, c'est extrêmement signifiant. Il y a en effet du vomi et de la merde, mais c'est pas gratuit. C'est célinien en quelque sorte. Absolument, c'est célinien. Et pour les gens qui ont des enfin, j'ai compris que vous aviez un coup de cœur pour ce film. J'ai un coup de cœur. J'ai ri de la première à la dernière image. Il y avait un autre film dans le même ordre, mais qui n'était vraiment pas drôle, c'était Le Loup de Wall Street, qui était dégueulasse, qui montre la déglingue morale. Oui, absolument. Mais plus vous êtes déglingué moralement et c'est pour le gars qui avait beaucoup de fric et qui se droguait. Moralement, ça veut dire moralement, ce sont les mœurs. Et plus vous gagnez de fric, et plus vous êtes cynique. Mais bon, c'est quand même, je trouve, c'est un film qui dit bien notre époque. Alors, il y aurait un débat qu'on ne va pas entreprendre aujourd'hui, cher Anne, c'est celui de la morale publique et de la morale privée, parce que maintenant on dit qu'il faut sauver, à propos des affaires de mœurs, justement, de nos gens du NUPES ou de je sais pas quoi, des Verts, on dit, mais c'est leur vie privée. Mais la vie privée de monsieur Macron, par exemple, est-elle totalement hermétique
hermétique? N'y a-t-il pas un retentissement de la vie privée qui devrait être exemplaire chez les hommes publics, justement sur leurs actes, leur mode de pensée et le reste? C'est un grave problème de société qui se pose actuellement. Oui, il y a un problème, il y a plusieurs problèmes. On ne peut pas à la fois protéger complètement la vie privée, pour les personnes privées peut-être, mais pas pour les personnes publiques. Oui, enfin, toutes les vies privées, toutes les vies de nos gouvernants ont toujours été cachées. 4 ans et demi pour mettre Monsieur Keller, secrétaire général de l'Élysée, sur la sellette, alors que la prise illicite ou illégale d'intérêt est évidente dès le début. 4 ans et demi. Et pour le même motif, Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. C'est quand même... À la limite, c'est moins grave, mais parce que pour Keller, ça porte sur des milliards d'euros. Ça porte sur des milliards d'euros, et il n'empêche que c'est le bras droit, c'est l'homme à tout faire. Et qu'il reste. Et qu'il le reste. Parce que ferait peut-être M. Macron, puisque nous parlons de Macron à Macron, l'imposture. C'est vrai que nous vivons dans l'imposture permanente. Et dans la trahison des engagements. M. Zelensky avait promis d'appliquer les accords de Minsk, le retour à la paix, la tranquillité, et il a trahi toutes ces promesses électorales. Il y a un autre mensonge que vous soulignez, c'est la phrase le nationalisme, c'est la guerre, et vous répondez non, c'est la démocratie. Qui fait la guerre en permanence. Regardez la liste des conflits dans lesquels s'est engagé les États-Unis, simplement depuis 1945. Il doit y en avoir une quarantaine. Oui, la liste des agressions américaines est impressionnante. Vraiment impressionnante. Alors, je rappelle, vous parliez tout à l'heure de nous sommes le carré, the square, nous sommes beaux, nous sommes bons, nous sommes généreux, nous sommes altruistes. C'est ça. Ça a donné une hyper-catastrophe il y a 3 millénaires, c'était celle de l'hérésie du pharaon Akhénaton, qui avait voulu créer un empire du bien. Un empire du bien, c'était le bien obligatoire. Il faut lire ce très joli livre, très important, très gros livre, mais qui se lit comme on boit à une source, du prix Nobel, du temps où il y avait de vrais prix Nobel, comme de Mika Waltari, qui était un Finnois, Sinuhe l'Égyptien. Si vous voulez vous dépayser, il ne faut pas lire le dernier Goncourt, j'allais dire à la merde, à la noix, lisez Mika Waltari, lisez les amants de Byzance ou les clés du royaume. Très signifiant. Oui, ce mythe de nous sommes bien, nous sommes pour le bien et ça a déjà existé. Le bien obligatoire dans ce livre Sinuhe l'Égyptien, ça conduit à la guerre, ça conduit à la famine, ça conduit à l'épidémie, ça conduit à la dislocation. De l'Égypte. Et nous en prenons le chemin. Mika Waltari était un visionnaire qui avait tout compris. C'est été écrit dans les années 30. Vous avez vu aussi... oui, je les ai lus en leur temps. Vous avez tout à fait raison. C'est toujours édité, c'est toujours réédité, je crois. Ça le mérite. Vous avez entendu le vice-président de la Douma, qui est un descendant de Tolstoï, qui s'appelle Tolstoï, répondre dans un français extraordinaire. Parfait. Quand le Kosovo avait été détaché de la Serbie, ça ne gênait personne, ça passait très bien. Pour en fabriquer un État mafieux où réside la plus grande base mondiale des États-Unis. Voilà. Mais quand M. Poutine fait des élections dans le Donbass, là, ça casse, c'est pas possible. Oui, c'est une mascarade. Ce que j'aime chez les Russes, c'est leur façon de parler, mais net, franc. Les anglo-saxons diraient matter of fact. Matter of fact, c'est dire de façon concrète, pratique, et j'oserais dire sans embâge, ou en tout cas, ils appellent un chat un chat. Net. On a besoin d'une pensée nette, on a besoin de points de repère. On a besoin d'une pensée nette, absolument. Et c'est ce que votre livre nous apprend
apprend à faire, c'est d'avoir une pensée nette. Et je rappelle toujours, parce que c'est très rare dans les commentaires politiques, votre plume est très agréable, votre vocabulaire est très sophistiqué. Il y a même des moments où il faut aller chercher le dictionnaire parce que... C'est bien. Parce que on a des manques. Et c'est très agréable de prendre du recul face à l'événement en lisant votre livre, cher Jean-Michel Vernochet, Imposture et trahison de Macron à Macron et compagnie, aux éditions du Alpha. Ceux qui habitent l'Aveyron, je les invite à un festival de jazz, de blues en Aveyron, et c'est du 20 au 23 octobre. C'est notre ami Fabrice Eulery. Je suis sûre que vous aimez le boogie-woogie. C'est une chose américaine que j'aime. Donc, ça swing. On va la privilégier. Et donc, Fabrice Eulery est un bon Français, bien de chez nous, qui joue du piano comme un dieu. Il remplit la salle de l'Olympia sans aucune annonce dans les grands journaux, sans aucune critique. Mais il a une telle puissance au piano que les gens se déplacent du bout de la France. Et donc, il a organisé ce festival de blues du 20 au 23 octobre. Ce sont des duels de boogie et une autre soirée du blues à l'accordéon. Donc, vous tapez tout simplement blues en Aveyron et l'affiche va se voir sur notre écran. Vous tapez blues en Aveyron et vous aurez cette belle initiative de Fabrice Eulery. Et pour une fois, je ne parle pas d'un concert à Paris. J'en profite pour dire que je dédicacerai mon livre le samedi 15 à la librairie française. Très bien, parfait. Voilà, samedi 15 de 14h à 18h. Très bien. Rendez-vous à la librairie française. Merci Jean-Michel Vernochet. Imposture et trahison de Macron à Macron et compagnie du Alpha. Vous dormirez beaucoup mieux après avoir lu ce livre, chers téléspectateurs. Oui, le livre vous endormira. Merci à vous, chère Anne. Non, mais les événements vous empêchent de dormir. C'est un cauchemar. Quand vous ne les comprenez pas, quand vous ne voyez pas le déroulement, le pourquoi et le comment, alors que vos explications vous rendent la sérénité, comme le bouquin Pruneau Durieux contre l'écologisme dont nous avons parlé. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci encore à toutes et à tous. À bientôt. À très vite, chers amis de TV Liberté.